Cette vidéo retrace en photos et petits clips le récit de notre voyage de septembre 2010, nous menant à la 200e fête de la bière de Munich. Lundi 6 septembre. Nous sommes partis ce matin de bonne heure comme d'habitude vers 10h30. Nous avons pris le même trajet que lors de mon voyage à Annecy le mois dernier. Effectivement, nous allons faire étape à Aix-les-Bains, puis Annecy. Il a plu toute la nuit, mais ce matin, nous retrouvons le ciel bleu. Nous quittons Annecy et entrons en Suisse. Le symbole de Genève reste le jet d'eau, situé au bout de la jetée des eaux vives, qui culmine à 140 mètres, ce qui le rend visible d'une partie de la ville. On ne peut pas dire que la route qui longe le lac Léman soit très agréable du côté suisse. Des bâtiments à droite, des propriétés qui bien sûr, elles, ont une vision sur le lac, mais lorsqu'on est sur la route, on ne voit rien. Sauf peut-être le midi où nous avons trouvé un parking relativement calme en cette saison, juste à côté d'un grand et beau parc menant au lac et au port de plaisance. Un coin de rêve pour la digestion. Le lac Léman, aussi appelé lac de Genève, est traversé d'est en ouest par le Rhône. Il fait une longueur de près de 73 km dans l'axe et sa largeur maximale étant de presque 14 km. Sa profondeur maximale est de 309,70 m. Et si vous avez soif, il contient 89 milliards de mètres cubes d'eau. Nous allons longer le côté suisse et traverser 3 cantons, celui de Genève, le canton de Vaud avec Lausanne et enfin le Valais où se situe Montreux. D'ailleurs, nous arrivons et traversons Montreux. En dehors des villes du bassin lémanique, on trouve sur la côte suisse le château de Chillon. Dans son cadre romantique, unique, popularisé par la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau et le prisonnier de Chillon de Lord Byron. Le château de Chillon est construit sur un rocher ovale en calcaire avançant dans le lac Léman entre Montreux et Villeneuve, avec d'un côté un versant escarpé et de l'autre côté le lac et son fond abrupt. De forme oblongue, le château mesure 110 mètres de long pour 50 mètres de large. Le donjon culmine à 25 mètres. Le château compte 25 bâtiments et sert de prison dès le milieu du XIVe siècle. D'un lac à l'autre, du Léman au lac de Neuchâtel, en découvrant les vignobles de Pinot Noir, en gravissant le col des Mosses, en traversant la ville célèbre de Gruyère, vous voyez pourquoi, nous rejoignons Port-Alban, juste en face de Neuchâtel. Le lac de Neuchâtel est le plus grand lac entièrement suisse. Il fait 39,9 km de long, a une largeur maximale de 8 km 2, sa profondeur maximale est de 152 mètres et sa capacité est estimée à 14 km3. Notre ami Nono nous avait dit « il faut absolument voir Berne ». Nous avons donc vu Berne et la fosse aux ours, ainsi que la vieille ville. Hélas, un concert dans la collégiale protestante Saint-Vincent nous a empêchés de voir l'intérieur.
Berne est traversée par la rivière Aar. Le duc Berthold V de Zähringen a fondé la ville au bord de l'Aar en 1191 et l'aurait nommée d'après le nom de l'ours, Bar en allemand, qu'il avait tué. La présence d'ours vivants à Berne remonte à 1513. Ils sont restés dans la vieille ville jusqu'en 1857, puis à la fosse aux ours. En octobre 2009, un parc aux ours d'une surface de 6000 m² le long de l'Aar a été aménagé et s'est rajouté à la fosse. 2 ours y résident, le mâle Finn et la femelle Björg, ainsi que leurs 2 petits, Urs et Berna. Berne est la 4e ville de Suisse. Depuis 1848, Berne est la ville fédérale, à savoir le siège du gouvernement fédéral suisse, sans cependant avoir le statut de capitale. Après un incendie en 1405, la ville a été entièrement reconstruite. Parmi les nombreuses curiosités, la tour de l'horloge. La collégiale protestante Saint-Vincent, qui est le plus haut édifice religieux de Suisse, avec une tour de 100 mètres 60. De style gothique, elle fut construite à partir de 1421. La mairie de Berne. Berne, ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut garder en mémoire que la Suisse a encore ses frontières, ses douaniers et sa monnaie. Du Rhin, ces chutes. Bon, t'as rien d'autre à faire que de photographier, non hein? Franchement. Je te filme en plus. Ah bon. Tout près de Schaffhouse, le Rhin offre un spectacle grandiose. Les plus grandes chutes d'eau d'Europe. Lorsque le fleuve est à son niveau normal, 700 mètres cubes d'eau par seconde tombent des rochers d'une hauteur de 23 mètres
sur une largeur de 150 mètres. Le débit maximum fut de 1260 m3 à la seconde en 1965.
Nous sommes déjà le 12 septembre. Nous avons quitté ce matin l'aire d'accueil des chutes du Rhin sous un très beau soleil afin d'entamer le tour du Bodensee, que l'on nomme plus souvent lac de Constance. Mais sur le lac de Constance, il y a la ville de Constance, fondée par les Romains au IVe siècle. Imperia est une statue située à l'entrée du port de Constance, commémorant le concile de Constance qui a eu lieu entre 1414 et 1418. La statue en béton mesure 10 mètres de haut pour un poids de 18 tonnes et repose sur un piédestal qui tourne autour de son axe une fois toutes les 3 minutes. Au sud de la ville passe la frontière entre l'Allemagne et la Suisse qui franchit le milieu des rues et des maisons. À la porte de Constance, en Allemagne, retour en Suisse, puis une incursion en Autriche, avant d'atteindre de nouveau l'Allemagne à Lindau. Lindau est une ville de Bavière. La ville se trouve au bord de l'Obersee, la partie supérieure du lac de Constance, sur la côte orientale, à la rencontre des frontières allemandes, autrichiennes et suisses. La vieille ville de Lindau se trouve sur l'île du même nom, sur le bord septentrional de l'Obersee. L'essentiel de l'activité touristique de la commune de Lindau se concentre sur l'île. L'île, d'une longueur de 1,3 km pour une largeur de 663 mètres, totalise une superficie de 68 hectares.
Beaucoup de chance tout de même, car après la pluie continue de la nuit, nous avons profité d'une accalmie pour la visite de Lindau, et dès notre retour au camping-car, retour de la pluie. Rapide repas, puis nous prenons la direction de Uberlinken, quasiment à l'extrémité nord du lac. Une journée un peu pénible et lassante. Et si on s'était écouté, beaucoup trop onéreuse pour notre porte-monnaie. Ce matin, direction le château et l'abbaye de Salem. Visite du parc, 9,50 € par personne, avec des explications exclusivement en allemand. Qu'à cela ne tienne, nous allons visiter la cité lacustre de Unteruldingen. Ah, là aussi, c'est 7 € l'entrée, avec interdiction de filmer et de photographier, et le toutou interdit. Mersburg, encore pire, payant ou gratuit, nous n'en savons rien. Aucune place de libre sur les grands parkings, y compris les 750 du parking souterrain. Moi en tout cas je me demande bien où ils vont me faire coucher ce soir. Dans le camping-car bien sûr, mais dans quelle ville? Tiens, pour les fans de camping-car, Imer ça doit dire quelque chose? C'est l'usine? Ce matin, nous sommes partis visiter la ville à vélo. Terrain plat, piste cyclable extra, le circuit idéal pour du vélo. Sur la place de la cathédrale, qui possède le plus haut clocher du monde, se tenait le marché. Nous avons fait quelques courses. Mais hélas, une fois de plus, la pluie nous a rattrapés. Le très controversé Stadthaus, bâtiment polyvalent construit par Richard Meyer sur le parvis de la cathédrale. Ulm est une ville du Bade-Württemberg, dans le sud de l'Allemagne, dont la plus grande partie est sur la rive gauche du Danube, formant un ensemble urbain avec la ville de Neu-Ulm sur la rive droite, qui elle est en Bavière. Un petit détour par le magnifique parc paysager qui jouxtait le parking pour camping-car. Ce matin donc, nous avons fait en vélo le marché, visité la ville, déjeuner dans le camping-car vers 12h, 12h30 et puis en route, direction Munich. Nous avons donc décidé une journée en avance de nous installer au camping municipal de Munich. Bien nous en a pris car beaucoup de monde déjà est installé. Mais le plus impressionnant, ce sont les multitudes de petites tentes mises en place pour les jeunes, qui dès cet après-midi s'entraînent à la Löwenbräu. Le jeudi 16, visite express de Munich. Un tour de la ville avec les monuments les plus importants, la place bien sûr, point de départ de toutes les balades à Munich, Marienplatz, avec le célèbre nouvel hôtel de ville et son carillon.
À 2 pas de Marienplatz, juste à côté de l'église Saint-Pierre, se trouve le marché aux Victuailles. L'ancien hôtel de ville, mais visiter Munich et ne pas s'arrêter à la célèbre brasserie pour se désaltérer tout simplement, ce n'était pas possible ça. Le vendredi, nous avons donc décidé de nous promener dans le parc d'attractions de l'Oktoberfest, au milieu des manèges et des célèbres tentes, au milieu de quelques ouvriers qui mettent la dernière main, un petit coup de peinture par-ci, on déroule une moquette par-là. On a beaucoup de mal à imaginer que dans cet emplacement demain, il y aura une foule compacte. Pendant les 15 jours que dure la fête, 6 500 000 visiteurs qui ont consommé pas moins de 7 millions de litres de bière, 500 000 poulets, 200 000 paires de saucisses, 55 000 jarrets de porc. Sympa le petit ange, sa flèche, elle indique les toilettes. J'ai oublié de vous dire en parlant de toilettes, il y en a 1042 d'installées sur le parc. La statue de la Bavière se dresse sur une colline aux côtés de l'enceinte de la fête. Nous retrouvons 14 grandes tentes, comme celle-ci, d'une capacité de plusieurs milliers de places. Au total, 105 000 places assises sont prévues pour les buveurs de bière. Le mas, 1 litre, coûte entre 8,30 € et 8,90 €. Et la bière, c'est diurétique. Donc il y a 843 mètres d'urinoir comme celle-ci. La veille après-midi, donc, répétition générale des orchestres. Dans un enclos un peu en dehors de la grande fête, la commémoration des 200 ans de l'Oktoberfest, racontée avec de vieux manèges, un musée des anciens véhicules, mais aussi une partie concert et spectacle. Le principe est simple, lorsque vous avez soif, vous achetez votre bière, bien sûr,
50 centilitres minimum. La chope est consignée, donc vous la gardez et vous la faites remplir au gré de vos envies. Mais cela permet aussi de la conserver en souvenir. Ce matin, départ relativement tôt à 9 h afin de ne pas être trop mal placé pour suivre la parade d'ouverture de l'Oktoberfest 2010. 1h30 de patience, mais moment d'attente qui valait le coup pour assister à cette parade. Je n'ai pas compté les fanfares et les chars tirés par de magnifiques chevaux. Le défilé a duré presque 1 heure. Celui-là s'appelle l'entrée des aubergistes, des forains et des brasseurs.
12 heures pile. Le maire de Munich met en Perse le premier fût. La fête commence. N'ayant pas réservé, nous n'avons pas eu de place assise sous les chapiteaux et nous avons dégusté nos sandwichs crevettes pour Arlette et saucisses moutarde pour moi, debout dehors. Et au bonheur, nous avons trouvé un kiosque à bière.
tradition, le dimanche, la parade des costumes et traditions régionales, appelée aussi défilé des costumes et des tireurs. Cette parade, d'une durée de 2h30, oui, vous avez bien entendu, en fait presque 3 heures, sans interruption, de fanfares, chars, chevaux, nombreux participants, en fait 60 fanfares et groupes différents, 6000 participants défilant dans la ville pour rejoindre l'Oktoberfest. Toutes les corporations sont représentées, y compris les employés communaux de la ville de Munich.
À 14 h, retour au camping, rapide casse-croûte, puis nous quittons Munich et sa fête de la bière 2010 pour une visite au mémorial de Dachau. Bien décevant cet hommage à ces millions de morts. On peut se poser la question en visitant ce camp, mais les autres c'est pareil. Comment les jeunes peuvent-ils imaginer les atrocités des nazis qui se sont déroulées dans ces lieux maintenant si aseptisés ? Étape à Sulzemos, entre Munich et Ulm, puis demain, nous irons rejoindre Strasbourg par l'autoroute gratuite du côté allemand. Vous pouvez me dire, mais Strasbourg, vous l'avez visité au printemps? Effectivement, mais Strasbourg avec des fleurs, c'est encore plus beau. Le 22, nous avons donc quitté Strasbourg afin de nous rendre à Saint-Louis d'Artzwiller pour faire la découverte du célèbre plan incliné où nous y avons fait un tour en bateau. Le principe de ce plan incliné opérationnel en 1969 est simple, remplacer les 17 écluses sur une distance de 4 km par un genre d'ascenseur. Les dimensions de l'ensemble sont gigantesques. Le contraste est saisissant lorsque l'on observe la manœuvre se déroulant sans bruit, sans secousse, tout en douceur. Cet ouvrage fut construit afin de permettre aux péniches de franchir ce dénivelé et de faire l'économie d'une journée de navigation entre Strasbourg et Paris. Nous sommes face à un chariot-bac au gabarit d'une écluse classique, 41,50 m par 5,50 m de large, qui se déplace sur une pente d'une inclinaison de 41%.
Le dénivelé de 44,55 m est franchi en 4 minutes seulement, et ceci pratiquement sans énergie, car on utilise le poids de l'eau et des contrepoids. Qui ont conçu l'ouvrage, il n'aurait fallu que 2 tables, cela aurait suffi pour assurer les manœuvres. À ces contre-tels, vous allez les voir dans quelques instants de trait sur la droite, qui sont des blocs de 2 tonnes, alourdis par des plaques en fonte, ils pèsent chacun 450 tonnes. Le plan incliné est opérationnel depuis 1969, mais depuis 1853, date de mise en service du canal, le seul tronçon de Saint-Louis-Hartzwiller par la vallée, long de 4 km, comprenait 17 écluses et demandait une journée de navigation. Nous sommes ici sur le canal de la Marne, le canal du Haut-Rhin en direction de Nancy, Vitry-le-François, la Marne, la Seine, Paris, etc. Et le canal du Bac, il part en direction de Strasbourg et du Rhin. Suivant le principe d'Archimède, la péniche qui entre dans le bac refoule vers le canal une quantité d'eau équivalente à la masse du bateau. Ainsi, le bac pèse toujours le même poids, qu'il contienne des bateaux ou non. Deux contrepoids sur chariot guidé, en béton et plaques d'acier, de 450 tonnes chacun. Chaque contrepoids est raccordé au bac par 14 câbles d'acier de 27 mm de diamètre. Saverne a conservé de nombreuses marques de son passé. Fondée dès l'époque romaine, Saverne a été le lieu de résidence des évêques de Strasbourg. On découvre en déambulant dans Saverne des maisons à colombages, une vieille synagogue, d'antiques églises, d'anciens hôtels particuliers ou encore le remarquable cloître des Récollets. Cependant, le château des Rohan est certainement le symbole historique le plus important de la ville. Le style néoclassique français de ce château du XIIIe siècle est en complète opposition au regard de l'architecture globalement germanique de Saverne. Il est vrai que la ville a toujours été un lieu de passage, mais également un centre d'échange culturel. On ressent encore aujourd'hui cette vocation de Saverne d'être la porte de l'Alsace.
Nous quittons Saverne en prenant la direction du rocher de Dabo, où nous pensons arriver pour 12h30, 13h afin d'y déjeuner. Le célèbre rocher de Dabo est un site incontournable au centre du massif vosgien. À 664 mètres d'altitude, il offre un panorama exceptionnel sur le plateau lorrain et la ligne bleue des Vosges, au sommet couvert d'immenses forêts. Formé il y a plus de 200 millions d'années, cet extraordinaire rocher de grès rose est surmonté d'une chapelle néo-romane, celle de Saint-Léon. C'est ici que serait né, en l'an 1002, Bruno de Dabo, évêque de Toul, qui fut élu pape en 1048 à l'âge de 46 ans sous le nom de Léon IX. Nous sommes arrivés un peu tard dans la soirée pour visiter le camp du Struthof, qui a été le seul camp de concentration, à ne pas confondre avec un camp d'extermination, qui se trouve aujourd'hui sur le territoire français. Le nombre total de déportés qui ont été internés dans le camp est estimé à environ 52 000. On estime à 22 000 le nombre de détenus qui y auraient trouvé la mort. « 24 septembre, nous quittons Obernai, destination Kirchwiller, un tout petit village d'Alsace, afin de prendre nos réservations pour le dîner-spectacle de ce soir au Royal Palace. Faisons simple, Kirchwiller, 520 habitants, et possède un cabaret, le troisième plus grand music-hall de France après le Lido et le Moulin Rouge, dont 2 salles de restaurant de 800 et 150 places et un amphithéâtre pour le spectacle de 1000 places. Je m'appelle Pierre Meyer, je suis le créateur du Royal Palace, donc à Kirchwiller. Et donc j'ai repris l'affaire de mes parents en 1980. Donc ça fait 33 ans que je fais des repas dansants avec spectacle. Hélas, comme tous les établissements de ce style, il est impossible de photographier ou de filmer le spectacle.
En fait, nous repartirons qu'avec une photo d'une danseuse prise avec nous. Agréable compagnie, certes. En attendant l'heure du dîner-spectacle au Royal Palace, et comme il pleut, c'est le temps idéal pour aller visiter le musée Cronenbourg, avec un K, à Cronenbourg, avec un C, à la porte de Strasbourg. Lieu de visite mythique et incontournable en Alsace, le musée Cronenbourg vous transporte dans un voyage inédit au centre de la bière. Les visites se déroulent dans l'ancien site de production, berceau de la marque créé en 1664 par Jérôme Hatt. Riche d'un patrimoine de plus de 3 siècles, on y découvre la recette du breuvage millénaire à l'école de la bière et sommes familiarisés avec sa fabrication dans l'ancienne salle de brassage et ses spectaculaires cuves en cuivre. La visite se poursuit sous terre à travers les anciennes caves de garde de 1850 réaménagées en musée. Depuis 1664, les brasseries Cronenbourg sont devenues le numéro 1 de la bière en France avec une production de 9 millions d'hectolitres par an. Laurence, brasseur chez Cronenbourg. Une fois la bière Cronenbourg versée dans le verre, le brasseur mesure sa capacité à réfléchir la lumière. On parle alors de brillance de la bière. Chez Cronenbourg, la parole d'un brasseur est précieuse. Si un brasseur vous parle de qualité de la bière, c'est qu'il sait de quoi il parle. Cronenbourg, parole de brasseur. Et à l'issue de la visite, le moment le plus apprécié, une dégustation de bières très variée vous est proposée dans un bar typique de brasserie. À la tienne, Jean-Mi! Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Hélas, le 25 septembre, la route du retour. Mais pour rendre ce retour moins désagréable, nous empruntons la route des vins d'Alsace qui serpente du nord au sud, à travers les collines du vignoble, sur plus de 170 km, au pied des pentes boisées des Vosges. Son parcours est un pur bonheur, les dessins ondulants de vignes, parfois escarpés, alternent avec des villages fleuris, aux ruelles étroites et aux maisons inimitables, serrées autour de leurs clochers. Nous nous situons à 25 km à l'ouest de Strasbourg, au cœur du vignoble de la Couronne d'Or. Protégé des courants marins par les Vosges, Tranheim jouit d'un microclimat ensoleillé et sec qui permet la culture de la vigne et de nombreux arbres fruitiers. Si vous êtes friand de plats régionaux, n'hésitez pas à vous faire servir une assiette à l'auberge de Tranheim, Zum Legelgüger, merveilleuse bâtisse de type alsacien à colombage, située sur la rue principale. On ne peut la manquer. Nous nous trouvons face à l'église des Jésuites de Molsheim. Sa construction date du début du XVIIe siècle et fut construite par Christoph Wanzer, qui construisit d'ailleurs plusieurs églises pour les Jésuites. Elle comprend un autel datant de 1865,
un orgue Silbermann de 1781 et 2 chapelles. Depuis 1791, l'église des Jésuites est devenue une église paroissiale sous l'appellation d'église Saint-Georges. Molsheim est également connu suite à l'implantation des usines du constructeur automobile Ettore Bugatti de 1881 à 1947. Rosheim, au pied du mont Sainte-Odile, sur la route des vins d'Alsace, est une cité qui a su garder son cachet médiéval, ses tours et ses remparts. Son église romane du XIIe siècle et sa fameuse maison romane témoignent d'un riche passé. Ce village siège parmi les plus beaux villages de France. Ces rues étroites où se succèdent les maisons Renaissance forment avec les anciens pressoirs le caractère singulier du village que l'on parcourt volontiers à pied, si l'on trouve où se garer. Ville que nous avons traversée au trot. Ah, Kayserberg, une ville magnifique. De plus, un immense parking pour passer la nuit en camping-car. Cette ville, avec ses nombreuses maisons à colombage, son beau centre historique, son château impérial en ruine qui domine la ville, possède un charme fou. Il est de ce fait une étape incontournable en Alsace. Admirablement située à l'entrée de la vallée de la Weiss et au centre du vignoble alsacien, la petite cité dominée par l'imposant château impérial s'étire au pied des collines sous-vosgiennes.
Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, est appuyé à de douces collines plantées de vignes. Situé au cœur de l'Alsace, ce village viticole déploie les 359 hectares de son terroir à peine 5 km de Colmar. Ville natale du pape Saint Léon IX, Eguisheim jouit d'une réputation mondiale. Le pape alsacien Léon IX, né dans la ville le 21 juin 1002, a été canonisé par le pape Victor VIII en 1087. Depuis 1894, cette chapelle lui est dédiée. Elle a été construite à l'emplacement d'un ancien donjon en style néo-roman. Ce soir 26 septembre, étape à Baume-les-Dames, demain soir Lyon et le 28 septembre, retour à Uzès.